J'ai besoin de faire du DevOps et du MLOps et du DataOps. Ce sont tous des questions qu'on se pose dans notre journée de travail et on a une néance de savoir différencier ces opérations de ML et du Dev et du Data. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le sujet qui est le MLOps et je vais essayer de l'expliquer d'une manière très simple. Donc pour commencer et pour introduire le sujet, j'aimerais s'attarder sur pourquoi on utilise le MLOps. Alors, le MLOps, en globalité de son terme, c'est une intelligence artificielle et apprentissage automatique qui compte parmi les phénomènes les plus importants des 2 dernières décennies et qui a en charge et de façon de vivre dans notre quotidien, c'est la prise d'une décision d'une façon et automatique. Euh, et qui va aussi, cette décision comporte des risques et des défis. Donc, il faut bien analyser nos données, il faut bien faire apprendre nos modèles afin de limiter les risques. Et aussi, il faut augmenter la testabilité de notre univers de données afin d'avoir des données qui sont fiables. Alors de nos jours, le MLOps ou le DevOps appliqué à l'apprentissage automatique est devenu un domaine essentiel dans le domaine d'apprentissage automatique et des plateformes comme Databricks. Et ce genre de plateforme, il joue un rôle qui est évolutif et clé afin de mettre en place ces concepts. Donc le MLOps, il découle de plusieurs défis rencontrés dans le cycle de vie du modèle et d'apprentissage automatique. Tout d'abord, j'aimerais commencer par la gestion des modèles et des formations à la production qui nécessitent une collaboration entre les équipes de développement, de données, de l'exploitation, pour garantir la cohérence et la euh, traçabilité, la qualité des données qui sont déployées dans notre modèle. De plus que ça, la mise à jour et la mise en œuvre de ces bonnes pratiques de gestion de version et de surveillance continue des plateformes et de gestion de dépendance logicielle, il va nous permettre d'assurer une fiabilité et une scalabilité des systèmes IA en production. Databricks, il nous offre une plateforme aujourd'hui qui est unifiée, qui permet aux équipes de collaborer d'une manière très efficace sur les développements, la formation et le déploiement des modèles d'apprentissage automatique, avec une formulation ou une mise en œuvre des outils qui sont intégrés à la gestion des versions et la surveillance des performances et le suivi des métriques clés. Donc, pour résumer, c'est quoi le MLOps? C'est des plateformes telles que Databricks qui sont nécessaires pour relever des défis de gestion de modèles d'apprentissage automatique et à l'échelle et agrandir leur succès sur des environnements de production. Les pratiques DevOps aujourd'hui constituent une boîte à outils informatique qui est commune et une philosophie qui va nous permettre de processer, publier, itérer d'une manière fiable et performante. Alors, cette norme, de facto, pour l'ingénierie logicielle, est devenue plus difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les projets de production ils sont devenus plus compliqués vu les challenges métiers, aussi la volumétrie de données et l'évolutivité des technologies qui sont sur le marché. Donc,
les développeurs des projets aujourd'hui ML, ils trouvent des difficultés afin de orchestrer tout cette chaîne-là que vous voyez dans l'écran, à partir du modèle building, modèle évolution et la production du modèle, les tests, les déploiements et enfin le monitoring. Et en vrai, cette chaîne-là, c'est une boucle parce que à chaque fois, on améliore le modèle, il s'adapte par rapport aux besoins. Des fois, on a besoin de changer les métriques et les KPI afin d'améliorer la performance et la productivité de notre modèle. Donc, tout cela, il tourne autour du code, c'est du training code. On écrit du code, on définit des paramètres, on définit les, euh, les, euh, les futures. D'ailleurs, j'étais en train de chercher le mot technique afin de produire ce modèle-là. Et à partir des itérations, on va choisir un modèle précis et on va le déployer sur un conteneur EKS par exemple ou sur MLOps. Et par la suite, ce modèle-là, il va être déployé en production si on a jugé que ces métriques, dans la dernière ligne, les métriques autour de la data, ils sont corrects et sont fiables par rapport à la base 80-20. Donc, en un mot, le MLOps étend et hérite profondément des pratiques du DevOps en ajoutant des nouveaux outils et de méthodologies qui permettent le processus du CI/CD sur ce système-là, où non seulement le code, mais aussi sur les changements des données, et cet outil qui est nécessaire et qui permet de répondre aux challenges technologiques par rapport à la volumétrie, la complexité du modèle aussi, la scalabilité. Donc, mais aussi on va ajouter également une rigueur programmatique qui est automatisée, similaire aux données qui sont sous-jacentes. Donc, par conséquence, et en parallèle à l'adaptation croissante de l'IA et de l'ML au sein de l'entreprise et des organisations, il existe un besoin qui est croissant de pratique et de surveillance du MLOps et ces fonctionnalités qui sont nécessaires afin de fournir des solutions automatisées et qui permettent d'évoluer et de générer des valeurs ajoutées. Donc des plateformes, comme je viens de dire tout à l'heure, je viens d'expliquer, Databricks est bien équipé de toutes les solutions nécessaires sous forme de services agrégés et qui permettent les entreprises d'automatiser et d'utiliser les technologies qui sont déjà prêtes à l'emploi et de se concentrer sur les défis fonctionnels et commerciaux. Donc, généralement, ce qu'on juge d'ailleurs dans les entreprises, et on se pose la question, on se dit pourquoi il est difficile d'implémenter du MLOps à l'aide des notebooks. Même si les notebooks ils ont gagné une popularité au cours des dernières années et sont devenus synonymes de la science des données, la data science. Les praticiens du machine learning, en gros, ils travaillent sur des développements qui sont en mode agile et qui restent toujours confrontés à quelques défis. La plupart des projets d'apprentissage automatique trouvent d'ailleurs des cahiers de charge de la spécification et qui peuvent l'explorer facilement, fonctionnellement, mais par la suite, au moment où on arrive à l'implémentation du modèle, c'est là où on trouve des difficultés. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont pensé à construire des plateformes collaboratives afin de démystifier cette complexité et d'augmenter l'utilisation des notebooks pour des charges
de production. Donc c'est là généralement il est réalisable lorsqu'on écrit du code. Donc cette pipeline là, il va nous montrer comment une pipeline de formation d'un modèle et d'inférence, de création des inférences, des itérations, qui va nous permettre d'entraîner et d'enregistrer nos données dans du MLOps et précisément sur du MLflow. Là, nous pouvons disposer de plusieurs pipelines de formation pour des différentes architectures du modèle pour des différents types de modèles. Donc, tout type de modèle, il va entrer par ces pipelines, ils peuvent être enregistrés dans du MLflow et de l'utiliser pour une notation qui est appelée une interface MLOps unifiée. Donc, les pipelines d'évolution peuvent ensuite être exécutés après chaque pipeline de formation et de construction du modèle et qui peuvent être utilisés aussi dès le début afin de comparer tous les nouveaux modèles et les runs par rapport à d'autres runs. Donc cette manière va nous permettre que au sorti de cette pipeline, on va avoir un modèle candidat qui peuvent être également évolués par rapport au modèle de production actuel qui tourne sur la production. Donc, nous pouvons aussi mettre en œuvre ce type d'architecture de déploiement du pipeline afin de favoriser la comparaison et la sélection d'un modèle. Donc, pour cela, nous avons besoin de quelques éléments de base pour implémenter toutes ces fonctionnalités. Alors, dans les premiers qu'on va peut-être pouvoir le citer, c'est d'obtenir tous les modèles nouvellement fournis, obtenus à partir de nos pipelines de formation MLflow. Pour ce faire, nous exploitons les sources de données de l'expérience MLflow pour qui nous permet d'utiliser de l'Apache Spark, bien évidemment pour interroger les données, l'expérience MLflow et afin d'exposer les données dans des itérations MLflow. Alors, pour comparer les modèles, nous devrons d'abord proposer quelques mesures et généralement spécifiques en cas où. Et donc, on doit s'aligner par rapport aux exigences de l'entreprise. Donc, ce que je partage là dans l'écran sont des fonctions qui permettent de charger le modèle à l'aide du run ID. On va récupérer le dernier run ID de l'expérience MLflow et qu'on va calculer les prédictions en utilisant les dernières données disponibles qui sont exposées bien évidemment dans le MLflow. Et par la suite, pour une évolution plus robuste, nous devrons appliquer un bootstrap et dérivant plusieurs métriques pour les échantillons tirés avec des répétitions à partir de l'ensemble d'évaluations d'origine. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer des 0C et de AUC pour chaque ensemble tiré au hasard. Donc, imaginons on a un bac à sable et on va tirer des run ID, des exécutions, des inférences, et en appliquant ces deux paramètres-là, le ROC et la UC, et on va utiliser ces deux paramètres-là afin de comparer les modèles. Donc si le modèle candidat surpasse la version actuelle
sur au moins de 90% des échantillons, il est alors promu en production. C'est celui-là qu'on va le mettre en production dans des projets réels. Donc, il faut bien choisir euh, ces paramètres-là afin de ne pas se tromper sur notre modèle élu. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler maintenant tous les éléments de base et nous allons voir comment nous pouvons évoluer tous les nouveaux modèles et comparer les meilleurs nouveaux modèles avec ceux qui sont en production. Et après avoir déterminé le meilleur modèle qui est nouvellement formé, nous exploitons les API MLflow pour échanger toutes les versions du modèle de production et de le comparer en utilisant la même fonction. Donc, après cela, nous pouvons comparer les paramètres du meilleur modèle de production et de nouveau et de décider de mettre ou non ce dernier modèle en production. Dans le cas d'une décision positive, nous pouvons tirer parti de l'API MLflow modèle registry pour enregistrer les meilleurs modèles nouvellement formés en tant que modèle enregistré et de promouvoir vers une mise en production. Donc, pour résumer, ce qu'on a pu présenter jusque-là, c'est une approche de bout en bout pour du MLOps sur des Databricks en utilisant des projets de base sur des notebooks. Donc, en globalité, ce workflow d'apprentissage automatique est basé sur des fonctions d'API qui permettent non seulement aux équipes de données de structurer et de contrôler les versions, mais d'une manière plus pratique, mais plus simplifiée aussi, la mise en œuvre, l'exécution des outils CI/CD et qui va nous permettre de présenter une architecture dans laquelle tous les environnements opérationnels sont entièrement isolés. Et nous garantissons un haut degré de sécurité pour les charges de travail et de production et d'alimentation par du ML. Donc, un exemple, un flux de travail a été exécuté couvrant toutes les étapes du cycle de vie du modèle en mettant l'accent sur une suite de tests automatisés. Ces contrôles de qualité peuvent être non seulement couverts par les étapes typiques de développement logiciel, unification, intégration et ainsi de suite, mais également se concentrer sur l'évolution automatique de toutes les nouvelles itérations du modèle recyclé. En globalité, les pipelines CI/CD sont alimentés par un framework de notre choix et ils s'intègrent en douceur avec la plateforme Databricks et qui va derrière déclencher une exécution du code et du provisionnement de l'infrastructure de bout en bout. En utilisant les API repo simplifiés et qui va nous offrir une gestion de version et une structuration de code et du développement et du cycle de vie d'un projet. Mais également, ce qu'on va gagner, qu'on va tirer parti aussi, c'est une livraison continue qui va nous permettre de déployer les artefacts de production et du code entre les environnements. Mais aussi, il s'agit d'une amélioration importante, qui va s'ajouter à l'efficacité, à l'évolutivité de notre écosystème Databricks et qui va s'améliorer considérablement
et notre expérience, développement aussi, elle va s'améliorer.